contrairement à la pensée de Platon, qui lui ne veut pas une édification coup par coup, lui voudrait une édification de quel type? À votre avis, quel serait le terme pour Platon? Quelle manière, il y a un terme pour la manière dont il veut mettre en place son système? Ouais. On pourrait dire axiomatique, Ouais, c'est trop mathématique. C'est trop mathématique, mais je pense qu'il serait ravi de cette réponse. Lui, il serait content. Lui, il serait en mode... Ça lui donnera un air très sérieux. Mais oui, axiomatique, mais c'est encore plus fort que ça. Parce qu'axiomatique, il y a quand même un côté très neutre. Les mathématiques sont neutres, l'axiomatisation des mathématiques est neutre. Après, je pense que Platon s'estimerait neutre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faudrait voilà, mais plus bourrin, quoi, entre guillemets. Dogmatique. Alors, dogmatique. Ouais, oui, très bon mot aussi. C'est le bon mot. Vous voyez qu'il y en a plein, en fait. Hein. Alors, en fait, le mot le plus simple qui vous viendrait à l'esprit, normalement, c'est dictatorial. C'est pas plus compliqué que ça. Platon veut imposer son philosophe roi de manière dictatoriale. D'ailleurs, il essaiera de faire un coup d'État avec Denis, le tyran de Syracuse. Le tyran de Syracuse, et il va rater son coup d'État. Il va se faire emprisonner et il deviendra esclave. Et il sera racheté par quelqu'un, le reconnaissant. Et il aura retrouvé du coup sa liberté. C'est des histoires de l'époque. Ouais, à l'époque c'était classique. Je veux dire. Acheter une baguette, vous finissez esclave et on vous libère. Bon, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc Platon a essayé et ça n'a pas marché, pour des raisons très précises. Mais pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous avons toujours un discours, comme j'ai essayé de le dire, type platonicien. Il y en a toujours certains qui ont ça. On a dévié notre discours, notamment parce qu'il y a eu des personnes qui ont critiqué le discours platonicien en faisant remarquer que c'était fondamentalement un dictateur. Et du coup, ça nous amène à Popper. À Popper, et nous allons continuer, toujours page 4. Le deuxième texte, on va tout simplement continuer, ça va reprendre la discussion où nous en étions. On va voir ce que vous en dites, ce qu'on en discute, et après, je pense qu'on accélérera directement au dernier texte, puisqu'il y en avait 15 de prévus, comme d'habitude. Je prévois des trucs de 15 heures, bon, c'est un défaut. Tu veux lire ou je lis? Allez, très bien. Peut-être Platon croyait-il que, de même que la loi universelle du déclin entraîne le déclin moral et politique, de même le tournant cosmique, alors on n'est pas dans une secte, hein, ça a un sens, mais on en parlera, de même le tournant cosmique se manifesterait par la venue d'un grand législateur, dont la puissance de raisonnement et la force morale mettraient fin à cette ère de décadence. Comment? Remarquez en tout cas qu'on parle de loi universelle quand même. Le mot est lâché. Donc, le mot est lâché. Dans le registre, dans celui dans lequel on était en train de discourir entre nous. Il revient sur ce thème. La prophétie du politique, alors politique normalement aurait dû être souligné, puisque c'est le titre d'un des ouvrages de Platon, mais j'ai oublié de le souligner. La prophétie du politique sur le retour de l'âge d'or et l'avènement d'un nouveau millénium était peut-être l'expression mythique de cette croyance. Toujours est-il que, si Platon croyait à la loi historique du déclin, il croyait aussi à la possibilité d'en interrompre le cours en arrêtant tout changement politique. Il s'efforce d'atteindre cet objectif en fondant un État exempt des maux dont souffrent les autres États, en ce qu'il ne connaît, l'État, ni décadence ni changement. C'est l'État parfait, celui de l'âge d'or, l'État définitivement immobile, stable, en gros. Est-ce que vous voyez les problèmes d'un État mobile? Quand on dit mobile, c'est un État qui change. Le président change, le régime change. En général, quand le régime change, c'est accompagné systématiquement d'un bouleversement social, d'une crise humanitaire, de gens qui souffrent, et ainsi de suite. Donc quand on pense à l'État mobile, souvent on ne voit pas les conséquences. C'est des choses très pratiques. Hein. Bon, par exemple, un État mobile, c'est ce qui se passerait en temps de guerre en Ukraine, c'est un État qui est mobile. Et quand l'État ne change pas, la corruption s'installe tranquillement, on gagne tout et tout va bien. Alors on pourrait penser ça aussi, dans l'autre sens. Mais on pourrait aussi penser que, in fine, ce qui compte, c'est quand même un État stable qui est protecteur. Parce qu'un État qui est bouleversé par des agressions externes, des meurtres internes... Des guerres civiles. Pourquoi un État stable serait protecteur? Disons que vous avez plus de chances d'être en bonne santé et en vie dans un État stable que dans un État qui est en guerre contre lui-même ou entre lui-même. Une guerre intestine, c'est bien. Je ne vois pas qu'un État stable entraîne nécessairement une protection. Avoir un État stable qui défend les intérêts de la caste au pouvoir et qui va entraîner des choses qu'on voit aujourd'hui. C'est plus facilement défendable
d'être dans un état, même sous une dictature stable, que d'être dans une situation où le régime politique est complètement instable. Parce que ça s'accompagne souvent de famine et de guerre. Moi, je voudrais juste qu'on revienne, si c'est possible, à la nature. Oui, mais les lois naturelles, effectivement. Voilà. Hein. Parce que quand même, la nature et la vie, c'est le changement permanent. Ça bouge tout le temps. Il n'y a rien de stable, et il n'y a rien, et pourtant ça tient. Mais ces changements se font dans le cadre de lois naturelles. Et est-ce que ces lois peuvent changer, elles? Ah ben si on les attaque au glyphosate, oui, ça risque de... Ah bah après, oui, bon. Ça reste des lois naturelles. Parce que vous mettez du coup des produits chimiques, mais en vue du fait qu'il y a une loi qui dit que si vous mettez ces produits chimiques, blablabla, il n'y aura plus de ce genre d'erreur. Oui, et puis de toute façon, in fine, sur le temps long, c'est la nature qui gagnera. Enfin bon, après, je sais pas. Faut pas intentionnaliser la nature, attention. Quand Oui. on parle de loi naturelle, on parle comme si... De régularité. De régularité de loi de la gravitation, par exemple. Si je vous écris la loi de la relativité, elle est naturelle, mais vous pourrez juste, au sens de rien faire, c'est pas qu'elle s'impose de manière volontaire ou intentionnelle ou d'une certaine forme de domination. C'est juste qu'on est dans un cadre universel, au sens de l'univers, qui a des règles qui s'appliquent, et vous ne pouvez juste rien faire à ces règles-là. Oui, mais c'est juste, moi, le terme de loi par rapport à la nature me paraît bizarre. Ah oui, vous avez raison. Parce que les lois que nous C'est vraiment plaqué, c'est vraiment, ça donne l'impression que c'est les êtres humains qui plaquent sur la nature leur propre façon de voir les choses. C'est l'impression que ça me donne. Alors en science, c'est quand même assez discutable. Je veux bien croire sur la morale ou ce genre de choses ou la religion, Oui. mais en science, c'est quand même assez Oui, mais elle vient d'où la science? Elle vient de l'homme. C'est l'homme qui a imaginé ça. Oui, mais on n'a pas écrit un texte puis on s'est dit bah on va essayer de le plaquer. Les textes ont souvent été, quand je dis texte, je pense de textes scientifiques, d'articles, elles ont souvent eu un retour sur le réel en permanence. Il y a un jeu de ping-pong entre les deux et puis par ajustement itératif, par itération d'ajustement, on finit par trouver des lois qui sont de plus en plus... Puis on peut être très doué aussi sur la justification a posteriori. Alors ça, on verra que Popper a un très bon argument contre ça pour montrer que la science est censée y échapper. Voilà, on va dire. Voilà, vous vouliez dire quelque chose? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse l'homme dans les lois, dans ces lois. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas tant au pouvoir des hommes qu'en des principes qui vont être conservés malgré le passage différent de l'homme. Tout à fait, absolument. C'est comme l'idée de droits naturels qui sont intrinsèques à l'homme et à le droit à la vie, c'est intrinsèque à l'homme. On n'a pas besoin qu'on passe d'un état stable, c'est un état sur le long terme. Donc normalement, il n'est pas censé avoir de corruption, parce que justement, tout le temps, on combat cette corruption, et c'est un équilibre qui se fera. Peut-être qu'un équilibre, ça va être juste une maximisation du bien-être, mais ça veut dire que quelqu'un n'aura pas forcément le même bien-être qu'une autre personne. Ça veut pas dire égalité. Un équilibre, c'est un état stable. Un optimum de Pareto. D'ailleurs, un bon optimum de Pareto, c'est moi j'ai tout, vous avez rien, stable. C'est très stable. C'est très stable. Hein. C'est d'ailleurs beaucoup plus efficace, soyez en passant, c'est plus simple. Hein. Le gâteau, je le prends, plutôt que de se emmerder à... Le mot qui était prononcé de principe me paraît éminemment plus juste par rapport à la nature que le mot de loi. Ne parlez pas de principe, s'il vous plaît. C'est notre agrégation sur le mot principe. Oui, non, mais oui, c'est une blague, hein, mais j'en ai pas mal mangé. Joker, par pitié. Non, je plaisante. Principe, disons qu'on pourrait... Vas-y, si tu veux. Mais sur un principe, quand vous faites vos théories, même scientifiques, elles sont basées sur des principes. Eh ben, on ne doit pas mettre la même chose alors sur ce mot-là. Et du coup, Je on pense, fait la ouais. même chose en... Pardon ? Ouais. Non, mais voilà, oui. Du coup, on fait la même chose sur les lois. On va utiliser des principes. Par exemple, le principe, je sais pas moi, qui dit qu'il ne faut pas tuer son prochain. Oh, de non-contradiction, tout simplement, par exemple. En science. Les principes seraient des choses, en fait, au-dessus même des lois qui garantissent la possibilité même d'établir des lois cohérentes de la nature et ainsi de suite. Donc, c'est une différence de strate. C'est un super axiome. C'est ça. Les axiomes sont basés même sur cette chose-là qu'on appelle principe. Après, d'où viennent les principes? Viennent-ils du cœur? Viennent-ils de tout ça? C'est d'autres problèmes. Moi, j'aime bien l'idée de choses qui nous échappent. Parce que quand même, souvent, la sensation que j'ai, c'est que
alors je ne sais pas si c'est la philosophie qui est à blâmer, mais qu'il y a une espèce de propension à vouloir tout régenter, tout expliquer, donc à tirer la couverture à l'être humain et à devenir une espèce d'entité omnipotente. Ça s'appelle la philosophie. Voilà. Alors que l'observation de la nature nous montre que, évidemment, moi je le dis très mal, mais il y a des gens qui le disent beaucoup plus brillamment que ça, on n'est jamais qu'un maillon de la chaîne et qu'on se donne une importance complètement démesurée par rapport à la place qu'on a ou qu'on devrait occuper dans la nature, enfin dans le monde. Non, mais là, c'est déjà une théorie très complexe que vous énoncez là. Qui elle-même est peut-être déjà basée sur votre surhumanité. Sur quoi ? Sur le fait que vous surhumanisez les propos des autres ou la science ou le fait de régenter les choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là encore, il y a des gens qui le disent beaucoup mieux que moi, mais que ce qui va se passer là, si on continue cette espèce de folie, de fuite en avant pour essayer de sauver un système capitaliste qui est en train de s'effondrer de partout, et qui va finir par péter, on ne sait pas trop comment et on ne sait pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver. Sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la civilisation maya? Elle a disparu. Et puis la nature, comme on disait pendant le Covid, la nature reprend ses droits, les animaux vont dans les villes, la végétation pousse, l'air se purifie, je veux dire, tout ça tourne dans une façon qu'on peut peut-être expliquer par les mathématiques sûrement, mais qui n'a pas besoin de l'être humain pour exister, voilà. Quelqu'un veut répondre? J'ai l'impression que le reflet de la nature, c'est quelque chose qui est très libre, pas désordonné, mais il y a beaucoup de liberté. Oui, tout à fait. Quand on regarde la nature, on prend l'exemple des abeilles, il y a énormément de strates. Oui. Dans l'idée des abeilles, les arbres, une forêt, ça c'est vrai beaucoup d'ordre dans le sens de la nature. Oui. Puis après, moi, je rajouterais aussi que un des principes de la vie, c'est assurer la survie de son espèce à soi. Tout Darwin, c'est de dire que je vais privilégier l'espèce la plus forte, donc je vais tout faire pour faire que mon espèce survive. Et que donc, que l'humain essaie de faire pérenniser son système tel qu'il est lui, c'est normal, beaucoup, c'est un principe. Oui, mais il y a un moment donné où il y a une espèce de déséquilibre quand l'une des espèces prend le pouvoir sur les autres et détruit les autres d'une façon qui peut devenir carrément, terrible, quoi. Je vais essayer de le ramener de rapprocher les ballons. C'est parce que vous énoncez très bien que plus on avance dans le temps, plus ça se dégrade, qu'il faut écouter Platon et qu'on doit mettre en place une dictature. Comme ça, on met de l'ordre, d'accord? On laisse les scientifiques, on laisse Jean Covici au pouvoir, et comme ça, au moins, les choses seront faites proprement. Parce que, en fait, la notion d'ordre, je suis d'accord avec ça, qu'effectivement, quand on regarde à la loupe tout un tas de pans de la nature, il y a des choses très très organisées, puis il y a même peut-être des choses qu'on ne voit pas et qui sont encore plus organisées au niveau microscopique ou Dieu sait quoi, et la science est très forte pour aller chercher un peu partout ça. Sauf que il y a quelque chose d'assez magique quand même dans l'idée que tout ça puisse cohabiter et que le dérèglement, à mon sens, il vient justement du fait qu'une espèce ou je sais pas une variété de je sais pas quoi prenne le pas sur l'autre. Alors après, je ne sais pas comment tout ça a été conçu et comment ça marche, mais le danger, c'est quand, là, comme on assiste avec l'être humain, qui est capable de détruire par but, je sais pas, de profit, de je sais pas quoi, manquer, par une espèce d'aveuglement pour essayer de fuite en avant, pour essayer de sauver un système qui s'écroule de partout. Donc on y va avec le glyphosate, alors que, je dis ça, cet exemple, il y en a plein d'autres. Donc on n'a pas de problème avec le fait de détruire des espèces entières, des machins, etc., parce que ça nous gêne, ça nous empêche de produire, ça nous empêche de faire du fric, ça nous empêche de... On y va. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là, votre raisonnement est de dire, il y a un constat, voilà ce constat, voilà ce qu'on fait, mais du coup, il faut une action politique. Or, pour avoir une action politique, il faut déterminer le bon système politique. Et pour bien déterminer le bon système politique... Il faut savoir ce dont la nature a besoin si vous êtes... et ce que la nature est. Et donc, il faut savoir ce dont la nature a besoin, ce qu'elle est. Et si vous avez compris ce qu'elle est au vu de Platon, vous devez arrêter la démocratie.
Vous devez mettre un système en place où les règles sont universelles et elles sont basées sur la loi universelle. Si vous faites ça, et ben on règle vos problèmes, dira Platon. Non, parce que moi je crois que la solution, elle se trouve dans quelque chose justement qui n'est pas entièrement contrôlé, qui n'est pas entièrement régulé. C'est-à-dire que laisser les choses se faire aussi. D'accord, mais politiquement, vous laissez les choses faire? Eh ben, vous êtes au pouvoir. je pense que oui, il y a des choses qu'il faut laisser se faire. C'est-à-dire que à vouloir tout régenter, tout contrôler, tout solutionner, on arrive à l'inverse de ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que c'est typiquement, je prends un exemple, alors là pour le coup d'expérience personnelle, puisque je travaille dans une entreprise, et on s'aperçoit, puis de toute façon, je ne suis pas le seul à faire cette expérience-là, on a un certain nombre de problèmes à régler. Et on arrive à un moment où on est à saturation. Et donc il y en a qu'on ne règle pas. Et on laisse passer un petit peu le temps, et aux surprises, ils se sont réglés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se règlent toutes seules. Il y a des problèmes qui disparaissent tout seuls. Mais à l'inverse, il y a des problèmes que si vous laissez, un peu type cancer. Oui. Ou déclin de la civilisation pour Platon. On parle bien des fois de cancer de la société. Oui, après on peut se poser la question d'où vient le cancer. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Je rentre pas là-dedans, mais remarquez que le même argument est utilisé souvent par les partis en place. Si je laisse le désordre là, à n plus 1, ça va être plus grand, n plus 2, ça va être plus grand, puis après ce sera le désordre total. En fait, je pense que là où Donc ça comment pêche, est-ce que... là où ça pêche, c'est de voir un problème, essayer de le solutionner sans aller chercher la racine. Il cherche la source. La source est dans la nature. Elle est dans les lois de la nature. Il n'y a rien de plus immuable que les lois de la nature. Et dans les lois de... Aller à l'encontre de la loi de la Et nature. Non, mais là, j'ai pas compris là. La source de quoi? Bah, vous pensez à la source de quoi? Parce que moi, je pense... S'il faut chercher la source, Platon a une réponse à ça, c'est les lois. C'est les lois. C'est La une... source du problème. Oui, ben c'est les lois. Il est inscrit dans les lois qu'il y aura un déclin. Attendez, il est où ce de la texte? société, parce que la nature est faite de telle sorte, c'est très complexe chez Platon, mais en gros, notre existence, c'est une existence dégradée par rapport à un monde idéal. Je tire un peu le trait, mais c'est ce que Popper va dire. C'est ce que Popper dit. Vous connaissez tous la théorie du monde des idées. Quand on parle de l'amour platonique, ça vient entre autres de là que tu veux peut-être reprendre. Non, non. Oui, c'est vrai qu'on a zappé ça. Il y a une censure sur l'amour platonique depuis le début. L'idée est de dire très rapidement, je termine très rapidement. Vas-y, hein, vas-y. Nous sommes dans une situation dégradée. Quand on était dans l'état de l'âme, il faut accepter le langage de Platon, on voyait l'idéalité parfaite, on était avec les dieux. Puis quand on est redescendu sur Terre, on s'est dégradé, on a eu un état altéré, et dans lequel on n'arrive plus à être dans le monde. On s'est encrouté dans un corps, alors qu'auparavant, nous n'étions que des âmes, susceptibles de pouvoir voir le soleil, de voir les idées qui volaient un peu comme des... Bah, c'est ce que nous étions avant, nous, parce que nous étions des âmes, d'après Platon, avant. Oui. Avec un droit. Bon, Et, les femmes aussi, donc mais la théorie moins. politique parfaite, Bon. c'est la théorie... Ouais. La théorie politique parfaite, ça serait imiter les dieux. Les dieux, c'est quoi? Ce sont les astres. Et les astres, on voit qu'elles ont un ordre. Elles sont circulaires, par exemple. Et le cercle est, Le cercle étant une forme parfaite. est une forme parfaite très intéressante parce que c'est une forme finie où vous pouvez faire de l'infini dedans. Donc je tire très loin, hein. Je vais très loin pour dire. Donc si vous suivez mon raisonnement de A à Z de pourquoi X, Y, Z, et ben Platon il arrive à dire pour avoir une société politique acceptable et pour que les gens soient heureux, il faut qu'on quadrille et qu'on arrête d'être dans cette déclin. Mais il n'y a rien à sauver chez Platon, je suis désolé là. Ben, Je dis ça, je dis rien. En parlant je suis pas totalement à l'encontre. En parlant de rien à sauver, on va encore plus enfoncer le clou. Je voulais lire un dernier texte, mais je vais rapidement lire celui-ci qui va simplement vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une loi naturelle pour Platon et comment il l'applique à un État. Peut-être que ça Ça va préciser un peu ce que Platon entend par cette fameuse loi naturelle et ainsi de suite. Cette loi naturelle qui est une loi de l'histoire en fait. Qu'est-ce qui va arriver si je n'arrive pas à prendre le pouvoir? En gros, c'est un peu ça qu'il nous dit. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de l'amant. Pardon, page 5, chapitre 4, changement et immobilité. Merci beaucoup. Je le lis en vitesse. Ah oui, vas-y, lis-le. Changement et immobilité. Selon la République, la société originelle, celle qui ressemble de plus près à l'idée de l'État, c'est pour ça que je parlais d'idée, au meilleur des États,
est un royaume gouverné par les hommes les plus sages et les plus proches des dieux, puisque Dieu égale savoir, savoir égale possibilité de bien faire les choses. Quant à la cité-État idéale, elle est si proche de la perfection qu'on a peine à comprendre comment elle peut jamais changer. Pourtant, ce changement survient et avec lui le conflit annoncé par Héraclite, Peu importe. peu importe, où tout ce qui est mouvement puise son énergie. Selon Platon, ce sont les luttes intestines et les guerres de factions fomentées par les conflits d'intérêts, principalement économiques, qui alimentent la dynamique sociale. Cette phrase, si vous la sortez du contexte, c'est marxiste. La formule de Marx, voilà, selon laquelle l'histoire de toutes les sociétés ayant existé jusqu'à présent et l'histoire de la lutte des classes s'adapte à l'historicisme de Platon autant qu'au sien. Platon situe dans l'ordre les 4 grandes étapes de la dégénérescence politique et en même temps les plus importantes des diverses formes que peuvent revêtir les États. Aussitôt après l'État parfait vient la timarchie, ou la timocratie, c'est-à-dire le règne de la noblesse en quête d'honneur ou de renommée. Ensuite l'oligarchie, qui est l'état des familles opulentes, suivi par la démocratie, régime de liberté et de mépris des lois, et enfin par la tyrannie, 4e et dernière maladie de l'État. Donc, ce sont des maladies de l'État. Les 4, parce qu'on dit souvent que Platon est un critique de la démocratie. Comment ? Est un critique de la démocratie, c'est vrai, mais pour lui, bon, la démocratie c'est vraiment terrible. Mais les 4 trucs valent pas mieux en fait, hein, en quelque sorte. Ça c'est un petit point. Alors c'est Popper qui est en train de parler de la théorie de Platon. Il explique ça et lui il la critique. On verra la position de Popper à la toute fin. Donc le point important là-dedans c'est le terme historicisme. Ouais. Et ça veut tout simplement dire qu'il cale son raisonnement sur de prétendues lois de l'histoire en fait. C'est-à-dire que moi, je sais certaines lois de l'histoire qui ne peuvent pas être autrement, et c'est à partir de ces lois de l'histoire-là que je vais fonder toute ma politique. Il les énonce clairement, ces lois de l'histoire. C'est ça, les lois de l'histoire en fait de Platon. Alors, en fait, il y a un texte, j'aurais pu vous chercher le texte, etc., mais il fait à peu près 10 pages, j'ai eu la flemme de le recopier. Mais c'est ça, en gros, pour Platon, si on ne fait rien, s'il n'y a pas un législateur ultime, philosophe roi par ailleurs, qui sait ce que sont les choses et également ce qu'elles doivent être, sachant que ça revient au même, et qui est donc capable de faire des lois qui correspondent au moralement beau, dans ce cas-là, nécessairement va entrer cette loi de déclin, de dégénérescence de l'État, le Sbeul, qui va d'abord commencer par la timarchie, c'est-à-dire que les classes aristocratiques vont vouloir faire la guerre entre elles, pour l'honneur, l'honneur étant quand même une notion, vous avez besoin de faire la guerre pour montrer votre valeur, et donc vous vous tapez sur la gueule constamment. À la fin, on arrive à la paix, on arrive en gros à l'État bourgeois, on dirait ça comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire l'oligarchie, les classes opulentes. Ensuite, le peuple se révolte, parce qu'évidemment, il a faim. Je fais simple, hein, c'est très caricatural. Mais il se révolte et il veut arriver à l'état de démocratie. Et la démocratie, comme désormais il n'y a plus de loi, et en gros, c'est le Sbeul, on arrive nécessairement à la tyrannie, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui va les flatter. C'est même une contradiction, parce que c'est ceux qui commandent qui sont commandés, et ceux qui sont commandés qui Voilà, notamment. C'est pour ça que c'est même pas... C'est un régime, c'est juste un régime instable, la démocratie. Elle ne peut mener, pour Platon, on peut pas être d'accord, hein, mais pour Platon, démocratie, ok, ça veut dire que la tyrannie arrive. Nécessairement. Et pas la tyrannie de la majorité. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a moi qui suis peut-être un peu plus malin que les autres et un peu plus éloquent, qui vais réussir à flatter tout le monde, à faire preuve de... Comment on l'appelle déjà? J'ai plébiscite en tête. Faire plaisir à tout le monde. flatter. Ouais, en gros c'est ça. Mais je vais, de manière à moi, en gros, prendre le pouvoir pour moi tout seul, simplement. C'est la seule chose qui va arriver. Les sophistes, dit Platon, c'est-à-dire les beaux parleurs, vont finir par tirer la couverture de leur côté, tout simplement. Vous voulez ça? Eh ben, dans ce cas, vous êtes platonicien, il faut le philosophe roi. Si vous ne voulez pas ça, écoutez Platon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette lecture platonicienne du truc, là, comme ça? Ça vous a paru convaincant? En tout cas, c'est super convaincant pour démontrer Platon. Hein. Oui. Mais si on accepte déjà ces lois historiques, enfin, Historicisme. Et les lois historiques, parce que c'est les lois qui sont prétendument historiques. Tout à fait, comme toujours en philo, il faut accepter la prémisse. Excellente question. Et Popper lui-même, il fait remarquer que Socrate n'était sûrement pas en fait d'avis, il ne serait pas d'accord avec Platon. En fait, très peu de personnes seraient d'accord avec Platon. Parce que finalement, le vrai propos de Platon, c'est de dire, il faut un philosophe roi, je suis un philosophe et j'ai la pensée, je suis le savoir, j'ai tout, mettez-moi au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qu'il va essayer, et ça n'a pas marché. Donc Socrate ne serait pas d'accord avec Non. Il y a des passages là-dessus, on ne va pas les lire pour ne pas faire 15 000 textes et vous assommer. Il y a des passages où, en gros, Popper a une défense de Socrate. Disons que Socrate, certes, défend une forme intellectualiste, c'est-à-dire que les meilleurs doivent être au pouvoir. Il n'est pas à 100% démocrate non plus, mais les meilleurs ne sont pas des gens qui prétendent connaître les lois.
Les meilleurs sont finalement ceux qui sont capables de penser contre eux-mêmes, on pourrait dire ça comme ça, des gens qui ont un esprit critique. C'est totalement différent. Et Popper est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que pour Popper, en gros, ça ne doit pas être des philosophes qui sont au pouvoir au sens de Platon. En quelque sorte, il ne dit pas ça exactement, mais je me lance un peu, ça devrait être en quelque sorte des scientifiques. Mais des scientifiques, pas au sens, moi je sais, donc je vais vous expliquer ce que vous devez savoir. Non, non, moi je suis capable de faire preuve d'esprit critique sur moi-même et sur les autres pour que nous puissions avancer de manière démocratique. C'est beaucoup plus modeste, comme vous voyez. Ça veut dire qu'on ne sait rien. Par contre, on sait tous qu'on ne sait rien. Donc à partir de là, bon, on discute. Parce que sinon, c'est bon, écoutez-moi. Une question, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Platon, Popper? Montrer que ça, cette vision historiciste, elle est fausse, pour la simple et bonne raison, celle que vous avez l'intuition depuis tout à l'heure, en fait, c'est de dire, qu'est-ce qui vous dit que les lois de la nature peuvent amener à des lois sociales? Et Popper veut critiquer cette version-là, cette critique de la démocratie qui est faite par Platon, parce qu'il estime, on va en discuter longtemps de ce point de vue-là et on ne va pas faire une thèse là-dessus, mais que ce sont des arguments qui reviennent très souvent à partir du 19e siècle, en particulier. Qu'est-ce qu'il y a 19e siècle, je suis con. 20e siècle, en particulier, à votre avis, quel type d'État prétend Avant, c'était mieux, et il faut revenir à des lois de la nature. Il y en a un que vous connaissez tous. Moustachu. Avec des yeux bleus. Il est fort. Il est fort. Non, ce n'est pas Mussolini, mais une chance sur deux, même si Mussolini aussi le défend en vrai, mais pense notamment au nazisme. Le texte que je vous ai lu là, d'ailleurs je crois que c'est pas moi qui l'ai lu, c'est Chivnat, à la page 4, ce texte-là, si vous lisez les travaux de Johann Chapoutot sur l'État nazi, notamment le regret en quelque sorte, la volonté de revenir à un âge d'or antérieur où la race aryenne était dominante et avant les métissages qui a eu lieu, c'est évidemment des délires, hein. Mais c'est vraiment tiré de Platon en très grande partie, c'est très inspiré par Platon. Et si vous lisez en particulier la Révolution culturelle nazie parue je crois en 2018, que vous trouvez à la NRF, vous voyez que beaucoup de philosophes d'université qui étaient par ailleurs des nazis se sont énormément servis de Platon. Vraiment de Platon. Ce qui ne veut pas dire que Platon est un nazi, hein, calmez-vous. Mais il y a quand même des bases chez Platon qui ont été puisées chez les nazis. Et l'État, on n'a pas fait ça parce que... On ne peut pas tout faire, mais vous pourrez lire ensuite l'exemplier. Oui, voilà, tout à fait. Et l'État, la dégénérescence dont parle Platon est une dégénérescence raciale. Qui parle de dégénérescence pas dans le sens ethnie, hein, mais voilà. Il y en a qui parlent encore de dégénérescence raciale. Enfin, pas officiellement quand même, mais bon. Mais qui ont été condamnés pour racisme. Ce qui est totalement déprimant, c'est que parce que moi l'image que j'avais de Platon, c'était plutôt cool. Hein. Et bien justement. Et quand vous expliquez ce qu'il en est, il n'y a rien à défendre. D'où la nécessité de Popper. Oui, non, mais non. Ah non, parce qu'en fait, le problème, c'est que Popper, c'est pour ça que je posais la question de savoir qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Platon. Donc, ok, très bien, très louable. Il a voulu attaquer, il l'a fait, ok. Sauf résultat des courses. Moi, Popper, j'avais entendu parler sauf grâce à vous, ok. Il a servi la soupe d'une certaine manière en voulant critiquer. Enfin, je veux dire, il a peut-être, là je m'avance un peu, hein, mais peut-être qu'il a participé à la notoriété. Parce que c'est quand même très curieux de penser que Platon a aujourd'hui plus de, je ne sais pas combien d'années, ok. Tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent, alors que quand on creuse ce qu'il a dit, ça se démonte. Surtout, j'ai commencé par là, c'est pas pour rien, c'est que ça a infusé dans l'histoire et dans l'humanité, on s'en rend pas compte, on ne s'en rend même plus compte. C'est totalement déprimant. Et cette idée, par exemple, aujourd'hui, qu'énonce beaucoup même de personnes à la télé, de responsables politiques, en disant oui, mais là on vit une forme de dégénérescence. Ils disent pas le mot dégénérescence. Décadence ou déclin. Ils vont dire décadence. Mais en fait, ça veut dire dans leur bouche la même chose. Ils viennent directement de ce genre de texte avec cette idée-là. Si vous voulez attaquer ce genre de personnes, ça sert à rien de les attaquer en disant qu'ils sont racistes. Ouais, mais le progrès alors. Et parce qu'ils vont vous dire, mais en fait, on est en train de vivre une situation où on se dégrade, donc il faut rattraper. Exactement de la même sorte où Platon disait que les États vont se dégénérer. C'est le même argument, le même. Donc la seule façon qu'on a en fait réellement de contredire ce genre de personnes, si vous voulez avoir une vision politique derrière, c'est de faire remarquer qu'ils ont une vision historiciste de la chose qui est fausse. Après, ça reste un argument philosophique. Hein. C'est le fait de dire qu'il y a cette dégénérescence et donc il faut faire ceci, cela, par exemple. En gros, c'est de baser toute sa politique sur des lois qui sont des lois de l'histoire, qui auraient le même degré de certitude que des lois de la nature. Donc en gros, je vais vous dire comment on va gérer, je sais pas moi, là on fait une colloque ensemble, et je vais vous dire, moi je sais que j'ai raison, il faut faire comme ça,
Bon, ça se trouve, c'est dans mon intérêt, hein, mais bon, peu importe, hein, parce que les lois de nature disent que les gens qui ont un pull bleu, ben, eux, ils ont vraiment plus de chances d'avoir de bonnes raisons pour X raisons. Je fais un truc vraiment bête. Ben, pour Platon, cette loi de nature, c'est cette loi de l'histoire qui est la dégénérescence raciale, voilà, j'en dirai pas plus, mais de l'État, qui est qu'en fait, les gens qui ne savent pas nécessairement finissent par faire n'importe quoi et prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut privilégier des naturels philosophes. C'est vraiment le terme qu'utilise Platon. Il y a un livre dessus, pour ceux qui sont curieux, écrit par Monique Dixot. C'est les naturels philosophes, les gens qui sont de bonne race. Pas au sens, les races, ce n'est pas les personnes noires, les personnes indiennes, les personnes blanches et tout. Les races, c'est au même sens aristocrate, vous savez, les bonnes races. Voilà, Au sens de classe sociale. presque au sens de classe, mais à un sens beaucoup plus fort, parce que c'est biologique, c'est vraiment le sang, comme C'est la classe qui est dans la biologie. comme chez le Cid de Corneille, quand le père d'Undieg dit que tu es la fière représentant de ma race. Ce n'est pas la race blanche, c'est la race, la famille. Parce que tu portes en toi mon bras et ainsi de suite. C'est la même chose en gros qui est ici. Et donc ce qu'il faut, c'est pas, alors on ne va pas trop entrer dans les détails, mais c'est pas tant défendre la race aristocrate elle-même, parce que Platon a quand même des choses beaucoup plus progressistes de ce point de vue-là et très 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 bizarres que vous aurez à la fin de l'exemplier par ailleurs. Pour lui, il faut arriver à sélectionner parmi l'ensemble des habitants de la cité les gens qui sont suffisamment malins en gros pour pouvoir être des naturels philosophes. Et c'est eux, même s'ils sont pauvres par ailleurs, c'est eux qu'il faut privilégier, à qui il faut donner à la fois l'éducation, tout, notamment l'éducation guerrière. Ça peut être des femmes. Bon, les femmes ne seront jamais au niveau des hommes, hein, selon Platon, mais quand même, il y a une possibilité que les femmes aient accès à ça pour que ces gens-là, à la fin, exercent le pouvoir et que ce soit pas, et qu'ils donc ils connaissent la loi raciale dont il a parlé, la loi de l'histoire et ainsi de suite, de la dégénérescence. Ils doivent bien connaître ça, tout maîtriser pour pouvoir l'arrêter. Et c'est eux qui doivent avoir le pouvoir, et pas l'autre clampin qui ne sait rien. S'il y a un élu naturel, il y a quelqu'un qui décide qu'il y a une reconnaissance de l'élu naturel. Donc il y a forcément une hiérarchie de celui qui reconnaît. Il y a l'académie, c'est pour ça qu'il y a l'académie. C'est un petit groupe qui va comme le pape. Aujourd'hui, on a peu. C'est qu'on tourne en rond. Ah, complètement. Oui, Ah. on tourne dans un système en masculin. Oui. J'ai une question. Oui. Je pense que c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, mais vous avez dit que, enfin, il dit que dans l'état idéal, il y a certains gens, les sages, qui ont le droit de gouverner, d'avoir le pouvoir, et après ça se dégrade en 4 étapes, et on arrive à une tyrannie. Et est-ce qu'il explique ailleurs comment je reconnais un tyran d'un sage? Parce que... Oui, il y a tout un livre dessus. Moi, Ouais. c'est pas noir et blanc forcément. Il y a quand même des tyrans qui sont aussi sages, et peut-être des sages... Pour Platon, par définition, non. Parce qu'un tyran, en gros, ne réagit pas par sa raison, c'est uniquement ses désirs. Voilà. C'est uniquement ça. On peut être pas d'accord. Mais pour Platon, la définition d'un tyran, c'est qu'il y a différentes parties de l'âme. Chez Platon, il les distingue. Il fait tout un travail là-dessus dans La République. C'est un livre qui fait 600 pages. Et il fait remarquer qu'en gros, le sage, c'est celui où tout est à sa place. Donc il a le courage, hein, parce que ça reste un guerrier avant tout. Hein. Mais il a également la raison qui est capable de dominer son thymos, son courage et sa colère, en gros. Et il a également la partie appétitive qui a à sa place, parce qu'il faut bien vivre. Mais cette partie-là est strictement contrôlée. Bon, le tyran, lui, c'est celui, le courage, il n'y en a pas, ça reste un faible, c'est Caligula si vous voulez. La raison a été complètement perdue, et donc il est strictement dominé par ses pulsions, enfin on dirait pulsions aujourd'hui, même si le terme est assez mal choisi, mais en gros ses désirs sexuels et autres, hein, bien sûr. Mais ce sera notamment ça. Du coup, pour arriver au sage, concrètement, il faut l'éduquer dès la naissance. Dès la naissance, mais vraiment, Pour hein, éviter qu'il comme, devienne tyran. comme des jeunes chiens, il s'agit de créer une race, comme quand on sélectionne les chiens. Ouais. Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, je peux vraiment utiliser ça? Et vous pensez que ça fonctionne? Alors, moi, je dirais que non, mais pour Napoléon, Popper... il était quoi? Il était... Qui ça? Napoléon, par exemple. Il était... Ah, Napoléon... tyran ou un peu sage? Il faut aller voir le film. Faut aller voir le film. Je dirais que là, ça dépend. Certains diraient que c'est un tyran. Là, de ce point de vue-là, tout dépend de la vie politique que vous avez, j'ai envie de dire. Platon dirait... mine de rien, il a été législateur. Donc Platon dirait très bien. Platon, il dirait, il serait Parce qu'il a été législateur. Donc il a été capable de faire des lois. Il a mis les femmes à leur place, dirait Platon. Désolé, hein. Mais voilà, ça reste quand même le truc. Il a mis un ordre à partir d'une situation révolutionnaire qui était un bordel sans nom. Donc il dirait, c'est très bien, Napoléon. C'est très bien. Et donc, Le seul problème, il dirait, Napoléon, pourquoi votre impérialisme? C'est quoi cette idée de vouloir imposer aux autres, rester sur votre territoire pressé? Je n'ose pas dire espace vital. mais bon, c'est ça. Hein. Platon ne dit pas ça, mais les nazis le reprendront, même si les nazis feront un espace vital
Enfin, ils passeront l'impérialisme pour faire un espace vital, ce n'est pas le cas de Napoléon. Peu importe, on n'entre pas dans les détails. Il dirait c'est ça où ça pose problème. Pourquoi vous vous embêtez à aller envahir les autres? Restez dans votre truc. Il aurait fait ça, il aurait dit bravo. Je pense. Après, là, c'est... Est-ce qu'il y a une question? Oui, qu'est-ce qu'on fait des oncles tyrans dans ces terrains? Ses oncles à lui? Pardon? Ses oncles à lui ou... Ouais, on a parlé des oncles tyrans. Ils ont été tués. Ils ont été tués. Il est tué par les démocrates. Ouais. Mais de fait, il est issu de cette famille-là, donc issu d'une famille de tyrans, et en même temps, c'est un législateur, ou en tout cas il se présente comme ça. Or, on parlait d'éducation, justement, et d'être bien né, bien formé, justement, d'avoir la connaissance et l'éducation. Donc, dans ces cas-là, comment on se débrouille avec ses histoires propres familiales? Platon est aveugle à ses histoires propres familiales, soyons très clairs. Mais après, on est d'accord que ça reste principalement, c'est ce que dit Popper dans le livre que je vous invite éventuellement à acquérir. Vous avez pas mal d'extraits dans cet exemplier. Popper dit finalement c'est juste une défense en fait de ce qu'il appelle de sa classe et de ce qu'il appelle donc la société close, une société où il n'y a pas de changement. Mais c'est dans son intérêt bien sûr. Après, est-ce qu'il pourrait en être autrement, franchement? Ne soyons pas naïfs. On défend toujours ses propres intérêts. La seule différence, c'est que si on est tout seul, ça pose un problème. S'il y a d'autres personnes avec nous qui ont des intérêts différents, on est obligé de discuter. On va peut-être réussir à avoir une situation relativement, dirait Popper. Là où, forcément, quand vous êtes philosophe roi tout seul, ce sera votre intérêt qui va être au pouvoir. Par contre, vous pouvez faire croire que c'est l'intérêt de tous. Juste une chose, là où le bas blesse, c'est de se considérer comme sage. Parce que on a parlé de tyran, on a parlé de sage, donc les bons d'un côté, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et la dictature, ils la partagent tous les deux. Qui est qui? Le tyran et le sage. L'idée, c'est que le tyran, il n'y a plus de tyran après. Parce que le but, c'est d'éviter qu'il y ait un tyran pour qu'il n'y ait que le sage au pouvoir. Oui, mais le sage, il peut être dictateur, ça pose pas de problème. C'est pas un problème pour Platon. Au contraire même, c'est ça qu'il faut. Parce que lui, il sait. On pourrait avoir un dictateur sage. Si on dit dictateur plutôt que sage, on n'a pas la même perception. Exactement. Pour Platon, dirait, mais parce que vous n'avez pas compris. Non, mais vraiment. Donc en fait, il sert son raisonnement par quelque chose de totalement spécieux, qui peut être visiblement assez rapidement démonté, et qui a perduré dans l'histoire, parce que finalement, tout un tas de gens y ont trouvé un intérêt pour garder leurs privilèges. On pourrait dire ça, tout à fait. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de ramener ce genre de choses à l'actualité, à des articles présents, à ce qui se passe maintenant. Ce discours perdure encore, et ce poison n'a pas été enlevé, et on n'arrive pas à l'enlever. Oui. Je me pose la question si par rapport donc, à la théorie de Platon, si par hasard, si on revisite par rapport à ce qui se passe vraiment aujourd'hui, ce sont plus des techniques de manipulation finalement, que tout le monde utilise d'une certaine manière, dans toutes les sphères, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc finalement, d'une certaine manière, chaque personne est habitée par ses propres désirs. Oui. Il y a une forme d'opportunisme, il y a beaucoup plus d'opportunisme qu'avant aussi. Si on fait plus une échographie par rapport au Covid ou à tout ce qui se passe, finalement, c'est réutilisé dans toutes les sphères. Complètement. Donc nous sommes désorganisés, sans rentrer dans... Complètement. Et Platon dit que justement... Platon, on ne peut pas dire qu'il a raison, mais d'une certaine manière, c'est ce qui se passe. Complètement. Le mal est ancré un peu partout, pour revenir à ce que dit monsieur. Le sage aujourd'hui est la personne mauvaise, le mauvais est encore mauvais et le bon. Aujourd'hui, vous avez énormément de bouquins sur toutes les techniques de la manipulation. Aujourd'hui, c'est normal de pouvoir manipuler. Et là, ça rejoint un petit peu ça. Si on oui, mais attention, transpose, manipuler pour de très bonnes raisons. Quand vous étudiez oui, mais là, ce sont des désirs. D'une certaine manière, ce sont nos propres désirs. Ce qui compte, c'est pas quelque chose d'universel, de naturel. Imaginons que je vous manipule. Selon notre propre spectre ou notre propre prisme, si je puis dire, en quelque sorte. Par exemple, les coachs sportifs, un exemple vraiment à la con. Quand ils font leur entraînement avec la personne qu'ils sont en train de coacher, ils vont utiliser tout un langage bien précis, de virilité ou je ne sais quoi, peu importe, qui vont du coup activer des raisonnements dans l'esprit de l'autre pour avoir une conséquence. Par exemple, pousser un peu plus. C'est de la manipulation. Oui, donc ils détiennent une connaissance et un savoir, donc on en revient... Mais c'est pas grave. Et Platon, justement, dit... Platon dit, c'est pas grave, du coup, il faut manipuler, il faut le faire. Mais il faut bien le faire, il faut le faire en vue de... Un mélange des deux. Allez-y. Enfin, on rentre dans le truc, c'est théontologisme versus tout ce qui est Kant. Éthique de la conviction versus... c'est Kant. Parce que ça... Là, le truc, c'est en vue de telle conséquence, c'est conséquentialiste. Et donc, on pourrait très bien objecter qu'on ne devrait pas manipuler quelqu'un, parce que point. Vous pouvez, alors, la déontologie, c'est Kant. Okay, il faut faire X parce que X est bien, peu importe. Le conséquentialiste, il y a du coup dedans l'utilitarisme. Il y en a plein des... Et ok, bon, peu importe, mais pour faire simple, ce genre de débat n'existait pas à l'époque. Et
j'arrive. Mais on peut retransposer, Mais on s'en inspire, oui, voilà, d'une on certaine peut manière, retransposer ça revient à ce que vous dites. anachroniquement en disant qu'il est en fait utilitariste. Mais en fait, c'est un mix entre déontologisme et utilitarisme. Et en fait, ils sont tous comme ça et vous ne pouvez pas les séparer entre utilitarisme et déontologisme comme nous on fait aujourd'hui. Mais à ce que vous disiez, Platon aurait une réponse très simple. Tout dépend de la race de la personne. Il y a des gens, ce sont les naturels philosophes, eux, il faut les convaincre. Et donc, on va faire l'ajout en termes d'arguments, etc., parce qu'on va leur faire comprendre le bien fondé de la loi. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas le naturel philosophe, ils n'en sont pas capables de le comprendre, et eux, on les manipule. Parce que moi, je sais. Et vous, vous ne savez pas, donc moi, je vois bien votre ignorance. Non, mais c'est vraiment ça, hein. Je l'ai vu dans ces livres. Oui. C'est vraiment ça. Hein. Platon, c'est vraiment ça. C'est une affaire de race, il faut bien le comprendre. Pas race noir, blanc et ainsi de suite, mais il y a une différence presque biologique entre ceux qui sont... Il y en a qui me disent ça encore aujourd'hui. Le racisme de l'intelligence de Bourdieu, il a sans doute lu Platon. Hein. La personne qui part de rien, qui n'a pas fait d'études, il y a toujours, on est quand même dans ce système-là. Si on n'a pas fait d'études, on n'est pas bon non plus. Si on a fait telle étude, on est bon, mais on est quand même exclu parce qu'on ne peut pas rentrer, vous ne pouvez pas faire serveur demain, même si vous avez besoin. Enfin, je veux dire, il y a un déséquilibre total. Donc. Et c'est une critique que vous trouvez notamment dans l'exemplier, une critique que fait Platon, une critique que fait Popper en disant, par contre, il y a un énorme problème, c'est que tous les systèmes éducatifs, fac et ainsi de suite, sont platoniciens. C'est-à-dire que leur rôle est de sélectionner les futurs dirigeants. Et ce n'est pas le rôle de l'école, dit Popper. Sans le savoir, juste... C'est pour ça qu'il faut connaître Platon de ce point de vue-là. Et depuis, on s'en sort pas. C'est lui. C'est bien, oui, c'est quand même... Et c'est énervant parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte tout à l'heure quand il expliquait l'histoire des races, tout le langage qu'il a utilisé, espace vital, famille, race, et j'en passe et des meilleurs, en fait, vous retrouvez ces mots dans le champ politique aujourd'hui. Bon, pas espace vital quand même, pas dit comme ça parce que... Mais c'est ce qu'ils pensent finalement. Mais ouais. Certains, c'est ce qu'ils pensent. Ouais. Quand ils viennent sur nos territoires, c'est la même chose. Il y a une petite distinction. Mais par contre, on va les défendre. Voilà. Par rapport à la vision de Popper et de Socrate, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cela? Parce que finalement, aujourd'hui, nous sommes imbibés, disons, de Platon sans le savoir depuis des lustres, et dans la population partout. Hein. Juste un échange, je veux dire, tout est... Donc, quelle serait la politique pour Popper? C'est l'édification sociale au coup par coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une forme d'ingénierie sociale, mais ça veut dire que concrètement, déjà, les dirigeants doivent pouvoir changer et ainsi de suite, mais surtout, ils doivent avoir une véritable éducation scientifique. Et l'éducation scientifique pour Popper, ce n'est pas, je vais vous expliquer ce que c'est que les lois, prenez en note. C'est être capable de penser contre soi-même, c'est être capable de faire preuve d'esprit critique, de pouvoir sonder finalement l'immensité de son ignorance et non pas se croire sachant, si vous voulez. Une forme de répartie de ce point de vue-là, et presque une répartie contre soi-même, si vous voulez. Parce que moi, je me trouve forcément génial. Je veux dire, si je m'écoute et tout et tout. Donc, il faut au contraire instiller chez les gens plutôt l'inverse, c'est-à-dire se rendre compte à quel point est-ce qu'on est, finalement incapable, en quelque sorte. Enfin, j'exagère. Et Socrate en est l'une des versions les plus intéressantes à cet égard. Et donc, pas se fier à des lois qui seraient au-dessus de nous, beaucoup plus puissantes, et que nous contenterions finalement d'interpréter et de suivre, mais de considérer pragmatiquement, dirait Popper, l'ensemble des solutions qu'on peut trouver à un problème particulier. Et en sachant qu'un problème peut très bien avoir une réponse différente selon la conjoncture. Ce serait ça finalement la politique pour Popper, c'est du libéralisme. Une forme de libéralisme en quelque sorte, le mot est lâché. Alors après, libéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 20 000 heures en vrai, c'est extrêmement difficile. Mais c'est ça que dit Popper. En tout cas, Popper, ce dont il rêve, j'ai l'impression, personnellement, c'est une sorte de régime de savants, mais qui serait particulièrement, soucieux du bien-être des autres. Et soucieux d'une forme d'honnêteté intellectuelle. En fait, ce que ne veut pas Popper, ce qu'il a insupporté dans sa jeunesse, c'est la vulgate marxiste. Ces gens-là qui étaient capables, parce qu'il va viser Marx, mais de manière très intelligente aussi, avec le même argument. Il faut le faire d'avoir Marx, parce que Marx est puissant, plus puissant que Platon sans doute, parce qu'il a raison sur pas mal de points. D'un point de vue sociologique. On réutilise des concepts marxistes encore maintenant, qu'on le veuille ou non. Mais l'idée, c'était cette vulgate marxiste qui retournait tout contre soi-même et ainsi de suite. En disant, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec ma pensée, c'est que vous êtes de toute façon de la classe bourgeoise. Ce genre de retournement constant
qui empêche toute critique en fait, et qui empêche toute réfutation. Popper, ça, il faut à tout prix l'éviter. Et c'est donc, c'est presque une révolution au sein des discours en quelque sorte, faire en sorte de suivre un discours purement scientifique, même, je parle que du discours, pas des politiques, hein, mais qui serait, qui aurait les mêmes principes d'honnêteté que l'honnêteté intellectuelle que les scientifiques doivent avoir. Plus vous êtes sachant, plus vous connaissez votre ignorance. Et il y a un endroit en fait où vous savez des choses, mais vous êtes extrêmement arrogant et vous croyez savoir plus que ce que vous savez réellement. En gros, les gens qui sont élus actuellement, ils sont là-dedans. Ils croient savoir plus que ce qu'ils sont. Et ce que Popper il veut, c'est la suite de la courbe. En gros, j'ai oublié quel psychologue a fait ça. Je l'ai oublié, moi aussi. La courbe de je ne sais plus quoi. Peu importe, ça se retrouve facilement. Vous tapez connaissance, idiotie, savoir, vous allez tomber dessus. Courbe. Et en gros, plus vous avez fait des études longues, il y a un moment donné où vous vous rendez compte à quel point en fait vous savez ce que vous savez. En gros, donc pas grand-chose. L'expérience, pas forcément, justement. Ah, ça dépend. Mais... L'expérience montre en gros, c'est ça. On vous donne une feuille, on vous donne des questions. L'effet Dunning-Kruger. Oui, c'est ça. L'effet Dunning-Kruger. Et ben, cet effet du génie quand il est sorti, était vraiment très drôle. On vous donne des feuilles et des questions et on vous demande de noter à quel point vous êtes sûr que vous avez raison. Je sais pas, des questions bêtes, la Terre est ronde. À quel point est-ce que vous êtes sûr que vous avez raison? Vous allez mettre la Terre est ronde, je suis sûr à 100%. Il y aura peut-être de 1 à 10 une échelle de 1 à 10. On fait ça, on fait plein, on fait passer des gens. Et il y a une courbe magique parce que plus les gens sont compétents, plus ils savent à quel point ils sont compétents. Confondu avec quoi, mais moins ils sont compétents, plus ils se croient compétents. Moins ils sont compétents réellement, plus ils se croient compétents. Et plus les gens sont compétents, plus ils savent à quel point leur compétence s'arrête à un certain endroit. Bah vous remarquerez quand vous demandez une question à un doctorant, il fait ouf, je sais pas. Alors que pourtant il est spécialiste du sujet, le mec. Hein. Vous demandez la même question à un politicien. Oui, effectivement, nous pensons que dans la Creuse, nous avons fait ça. C'est le discours magique, élément de langage, on passe les meilleurs, ça s'arrête là. Et du coup, Popper, il veut la fin de la courbe, les gens qui sont compétents et qui savent à quel point ils sont compétents. Mais pas plus. Et il ne veut pas les gens qui ne sont pas du tout compétents, ou qui le sont, mais qui se croient supérieurs à leurs propres compétences. Et ça, selon Popper, c'est un peu le résumé que je fais de Popper, hein. C'est mon résumé, c'est pas ce qu'il dit, parce que l'effet de Dunning-Kruger, c'était beaucoup plus tard. Et ça, à mon avis, pour lui, ça résoudrait les problèmes. Pourquoi? Parce que les gens qui seraient compétents, ils seront là où il y aurait des failles contre eux-mêmes. Donc ils vont installer un système structurellement qui va empêcher que ces failles adviennent. Contrairement à des gens qui pensent qu'ils vont résoudre le problème et finalement ils ne voient pas en fait les sous-problèmes qui sont dedans. Et comment on articule ça Comment on identifie ces personnes-là? Non, comment on articule ça avec l'organisation de la société? J'arrive avec le texte. Je pense que là il sera parfait et on pourra finir avec ça. Alors, juste ce qu'il fait Popper, il va rappeler rapidement la théorie platonicienne parce que c'est un prof, hein, donc il sait très très bien que tout le monde a oublié de quoi c'est. Et après, il va montrer où est l'erreur, selon Platon, dans la question pour gérer la politique, si vous voulez. Selon la théorie platonicienne de la justice, les chefs naturels doivent commander et les esclaves naturels peiner. Ça, on l'a dit. J'estime qu'en posant le problème politique fondamental sous la forme « qui doit gouverner ?», Platon a créé une confusion durable dans le domaine de la philosophie politique, comme il l'avait fait dans celui de la philosophie morale, en assimilant le collectivisme à l'altruisme, peu importe. À cette question, il est difficile d'éviter, la question donc qui doit gouverner, il est difficile d'éviter une réponse du genre « le meilleur, le plus sage, le dirigeant né » ou « celui qui connaît l'art de gouverner ». C'est comme ça qu'on a commencé. Oui, c'est ce qu'on a fait. À moins que ce ne soit la volonté générale ou la race supérieure ou la classe ouvrière ou le peuple. Bon, le peuple, ça ne veut rien dire, mais bon. Mais de telles réponses, si raisonnables puissent-elles paraître, parce qu'effectivement c'est cohérent, car qui proposerait le gouvernement du plus mauvais ou de l'esclave né après tout, sont, comme je vais tenter de le montrer, sans aucune utilité pratique. C'est ça le grand tour philosophique de Popper dans ce livre. Non, c'est bon. Enfin, je suis dedans. Mais c'est de montrer que Platon nous a planté sur la question qu'il fallait se poser. Et donc la question qu'on va se poser, c'est celle-là qui va arriver. Vas-y, tu vas ajouter. Toujours la même question. Ouais. Vous avez vu qui doit être élu? Toujours la même question. Tout d'abord, elle risque, ces questions-là de notre ami Platon, de nous faire croire qu'un problème majeur a été ainsi résolu quand on a décidé qui allait gouverner, ce qui est faux. Mais ceux qui admettent l'assertion de Platon sont obligés de reconnaître que les gouvernants ne peuvent toujours être sages et compétents, même ceux-là. Hein. Et ils sont amenés à se demander s'il ne faut pas remplacer la question « qui doit gouverner ?»
par la vraie question en politique, qui est le grand truc de Popper, c'est comment peut-on concevoir des institutions politiques qui empêchent des dirigeants mauvais ou incompétents de causer trop de dommages. Et ce n'est que ça le rôle de la politique. C'est très humble. Hein. Garde-fous. En gros, le politicien doit juste tout le temps créer des garde-fous contre lui-même. Ce qui est quand même, vous vous rendrez compte, très facilement, assez compliqué. Parce que si je vous demande de créer des garde-fous contre vous-même, il dépasse ses propres limites, donc il dépasse sa propre nature. bah, tu peux pas dépasser tes biais, c'est pas un problème. Bah après, si on est plusieurs et que tout le monde n'est pas d'accord au départ, par exemple des gens de classes sociales différentes ou des scientifiques différents, si on n'est pas d'accord, on est obligé de discuter, on va être obligé de trouver un compromis. C'est ça en fait le libéralisme. Alors que si par exemple on est tous d'accord dès le départ, il n'y a pas de discussion possible, on fonce. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est en gros l'idée de Popper, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs idées différentes qui puissent se confronter, parce que si elles se confrontent, nécessairement, bah, elles se bloquent l'une l'autre. Encore faut-il que les rapports de force soient équilibrés. Mais c'est un autre problème. Bah, évidemment, mais pour Popper, il faudrait que ce soit équilibré. Hein. Il n'est pas idiot. Après, est-ce possible ? Mais est-ce que l'un ou l'autre, à un moment donné, parle du pourquoi faire ? Bah, pour mieux vivre, tout simplement. Pour mieux vivre. Pour vivre mieux dans une société ensemble, tout simplement. Que les gens soient heureux individuellement. C'est quand même ça l'essentiel. Oui. C'est pas de dire qui est le plus intelligent, qui doit avoir le pouvoir. Oui, mais peut-être que le plus intelligent, c'est lui qui sait comment faire en sorte que les gens puissent mieux vivre. C'est ça le problème. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'histoire de l'humanité s'est construite comme ça. Mais ça n'existe pas pour une raison simple. C'est que de là où on est, on a un point de vue partiel. Si je suis ouvrier, ma conception de qu'est-ce qui va être bon pour moi, elle dépend entièrement de là où je suis et de ma vision du monde. Si je suis le chef de l'État dans les salons dorés de l'Élysée, ma conception de qu'est-ce qui est bon, elle est complètement biaisée par là où je suis et ma conception du bonheur. Donc c'est justement la clé, elle est dans la capacité qu'on a à coordonner tout ça, et elle n'est pas dans la question de savoir qui est le plus intelligent pour le faire. C'est pas forcément une forme d'intelligence non plus, selon notre environnement. Voilà. Tout à fait. Par contre, il y a une réponse très facile à ça, c'est qu'il y a des gens qui sont fils de bourgeois qui peuvent passer de l'autre côté, qui défendent la cause ouvrière. Et les transclasses. Juste, il y a quelqu'un, on est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ? Parce qu'on va devoir arrêter d'ici peu. Donc. On peut prendre l'exemple de l'astrophysique, on a un point très partiel sur l'univers, pourtant on tente de l'expliquer, et nos modèles expliquent ce qu'on observe, sont aussi prédictifs, donc ça montre que malgré une vision partielle des choses, on peut avoir quelque chose de plus global, dans le sens où on peut anticiper la réaction d'un système. En gros, la partialité n'implique pas la non-possibilité. Pour faire simple, c'est pas parce que vous avez une vision partielle qu'elle est fausse. Vous pouvez avoir une vision. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas la question de savoir si vraiment cette vision partielle est vraie. Bon, c'est important, d'accord, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, pour reprendre l'exemple, apparemment c'est pas un bon exemple de la médecine, mais enfin j'imagine qu'on peut avoir le même si on mixe la physique, la mathématique, etc. Ce qui est intéressant, c'est la convergence de pensée, en tout cas les échanges qu'il peut y avoir entre deux points de vue différents, deux savoirs différents, et qui donnent là un accès plus performant à quelque chose de vrai. C'est dit Popper. C'est Popper, il dit ça, justement. Tu voulais peut-être dire une dernière chose ? Et ce sera peut-être le mot de la fin, d'ailleurs. Juste pour l'histoire de Popper et reprendre sur les questions des pauvres de pouvoir, est-ce que ça ne pourrait pas empêcher de pouvoir justement avancer ? Parce que c'est un peu l'idée qu'on remet en cause avec le parlementarisme, c'est que contre l'exécutif, s'il y a un pouvoir qui est égal, en fait, les intérêts sont différents. Ben, je pense que Popper dirait, il serait un peu d'accord avec vous quelque part, il aurait une position libérale disant oui mais au pire de toute façon c'est pas dans l'État que ça se décide, c'est dans la société civile. Donc empêchons l'État de faire des bêtises, limitons-le le plus possible, puisque de toute façon le bonheur personnel se fera par l'entreprise privée en quelque sorte, pas dans un sens sale hein, bien sûr, mais l'entreprise privée qui se fait au sein de la société civile sans des... Ah si, complètement. Non, parce que on peut répondre plus simplement à la question en disant que si vraiment il y a la société de Popper est pleine de nus, le Parlement et l'État en fait seraient de bonne foi. Et quand ah non, pas forcément. Ils peuvent être de bonne foi, c'est le souhait. Mais ils n'ont pas à l'être, ça qui est puissant.
Et l'idée, c'est que même s'il ne l'était pas, ça serait quand même. L'idée que même s'il ne l'était pas, il y aurait quand même suffisamment de blocage pour empêcher les problèmes. Il y aurait ça. Et c'est la société civile, de toute façon, qui fait la valeur économique des pays, qui fait la valeur, etc. Popper dirait l'école n'a pas à être gérée par une éducation nationale. S'il fallait avoir une instruction, ce seraient les associations comme nous qui devraient le faire. Un truc un peu comme ça, si vous voulez, puisque vous faites vous-même la démarche d'y aller.